Bon, on est déjà un petit paquet connectés. On va commencer, on va commencer cette session. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous remercie de vous être enregistrés et de participer à cette session. Tout le monde doit avoir mon écran et tout le monde doit m'entendre. Eh bien, commençons ce webinar. Eh bien, qui suis-je? Tout d'abord, certains me connaissent, j'ai travaillé avec certains que j'ai eu en formation. Je m'appelle Omid Améry, je suis formateur et consultant indépendant, spécialisé dans la virtualisation et dans les backups. Tout ce qui est système d'infra, VMware et Vim Backup, c'est la thématique qu'on a aujourd'hui. Vous avez mon adresse mail en cas de besoin, omid@l2sformation.fr. Vous avez mon profil LinkedIn pour tous ceux qui me suivent déjà. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Je poste régulièrement des infos, des news, en complément de Vim, sur d'autres thématiques également. Alors, avant de commencer, déjà que je vous explique qu'est-ce que Vim Backup. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Vim Backup, c'est initialement et originellement un logiciel de sauvegarde. Aujourd'hui, on a d'autres outils annexes qui viennent se greffer à Vim Backup. Donc Vim Backup, c'est une solution de sauvegarde qui faisait de la sauvegarde historiquement de tout ce qui était système virtuel. Aujourd'hui, Vim fait également de la sauvegarde de système physique. Il fait également de la sauvegarde du cloud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vim est devenu le logiciel numéro un en termes de sauvegarde. Il a une fiabilité qui est énorme. Il a un taux de réussite de sauvegarde et de restauration quasi à 100%. Il est en capacité de sauvegarder à la fois vos systèmes, donc les OS, de sauvegarder vos données, mais également d'aller plus loin, de sauvegarder vos applications. C'est ce qu'on va voir justement dans la démo d'aujourd'hui. C'est comment Vim peut sauvegarder, qu'est-ce que Vim peut sauvegarder, et jusqu'où on peut aller avec la sauvegarde de Vim. Donc, il sauvegarde du physique, du virtuel, du cloud. Euh, Vim, initialement, faisait du VMware, d'où le V de Vim. Il faisait ensuite de l'Hyper-V. Aujourd'hui, il fait aussi du Nutanix, il fait du KVM. Donc, il est extrêmement compatible sur l'ensemble des solutions qu'on peut avoir sur le marché. Il est en plus de ça en capacité de sauvegarder et de restaurer vos applis, je l'ai dit, notamment les applications, ça va être Exchange, AD, SharePoint, Oracle, SQL. Il fait aussi maintenant tout ce qui est Cube, il fait tout ce qui est SAP. Il va pouvoir archiver vos données. Donc l'archivage, c'est la rétention à longue durée, que ce soit dans le cloud ou que ce soit sur des supports amovibles comme des bandes LTE. Et il va être en capacité de faire de la réplication de machines virtuelles. Alors, Vim s'appelle Vim Backup and Replication. Le replication vient de la réplication de VM. Vous vous en doutez. La réplication de VM avec Vim est un aspect très particulier puisque la réplication va rentrer dans un cadre de reprise d'activité. Donc on va répliquer des VM pour pouvoir remettre le service en fonction en cas d'incident, en cas de problème. Dans les fonctionnalités, on peut rajouter toutes les fonctionnalités de la sauvegarde sur la réplication, c'est-à-dire gérer les systèmes, pouvoir uniquement restaurer des systèmes, utiliser ces réplications comme des sources de restauration. Voilà. Il y a différents éléments. Ça vous fait un outil extrêmement complet, qui est aussi très complexe. On va voir un petit bout aujourd'hui qui est pas grand-chose, mais qui va déjà vous donner un premier aperçu. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais touché à la solution. Et on va déjà pouvoir voir ça ensemble. Avant de se lancer, alors certains d'entre vous voudront pouvoir tester chez eux. Si vous voulez pouvoir tester, je vais vous montrer rapidement les quelques étapes. Il va vous falloir un système Windows avec Vim Backup and Replication. Donc il vous faudra soit un Windows 10, Windows 11, soit un Windows Server, puisque Vim s'installe sur un Windows Workstation comme sur un Windows Server. Il vous faudra un espace de stockage, bien entendu, pour stocker vos sauvegardes. Vous allez sauvegarder des VM. Ces VM vont prendre de l'espace. Le stockage de la sauvegarde, c'est la sauvegarde de ces données qui va prendre de l'espace. Donc il vous faudra un petit peu de stockage. Il vous faudra, pour réaliser une sauvegarde, à minima, un système virtuel. Là, je vais vous parler de la sauvegarde avec VMware. Donc moi, je vais vous faire une démonstration avec un ESXi. Donc il vous faudra à minima un ESXi ou bien un ESXi au travers d'un vCenter, les deux sont possibles. Dans notre cas, puisqu'on va faire de la sauvegarde d'un système Windows, on va faire la sauvegarde d'un système
Active Directory, donc un Windows configuré avec le rôle Active Directory, donc le rôle ADDS. On va sauvegarder l'AD, on va restaurer l'AD, restaurer des objets AD. Je voudrais juste vérifier que mon son est bon. Normalement, il n'y a pas de... Ok, ça marche. J'ai mis le chat au cas où s'il y a des questions en même temps. Si vous avez des soucis de son ou de visu, n'hésitez pas. Donc je vous disais, on va sauvegarder une machine virtuelle Active Directory, donc ça va être un Windows Server avec un rôle ADDS et un domaine configuré. On va pouvoir restaurer et le système, et restaurer les objets, et restaurer tous ces éléments. Parfait. Merci, merci Teva, merci Brice pour le feedback. Ok, donc si tout va bien, je continue. Une fois qu'on a mis en... Alors, si Arnold, la session est enregistrée, vous recevrez le replay. Donc vous l'aurez directement par mail suite à la session. Une fois qu'on a notre système AD, on va rajouter un identifiant, bien entendu, qui a les droits de faire euh, l'ensemble des actions, donc la sauvegarde et la restauration. Pour ça, il vous faudra un compte domaine admin. Et ensuite, il vous faudra créer ce job de sauvegarde. Pour ceux qui voudraient tester chez eux. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place une infra virtuelle. Pour ça, vous mettez en place un VMware Workstation ou le rôle Hyper-V de Windows, donc votre Windows 10 ou votre Windows 11. Vous pouvez, si vous avez un Mac, mettre en place VMware Fusion. Je vous recommande un peu moins VirtualBox puisqu'on a plus de soucis avec. Et dans cet environnement virtuel, donc moi je vous recommande d'avoir VMware Workstation, à savoir que VMware Workstation est aujourd'hui gratuit, puisque depuis le rachat de VMware par Broadcom, Broadcom a mis à disposition gratuitement VMware Workstation pour tous ceux qui l'utilisent à titre personnel. Donc vous pouvez tout à fait maintenant l'installer et l'utiliser sans licence, de manière tout à fait légale. Donc VMware Workstation, dedans vous mettez une machine, donc notre première machine Windows avec Vim Backup. Cette machine, on va lui donner de l'espace de stockage. On va créer une deuxième machine qui va être notre ESXi. Cette ESXi, ce sera un ESXi virtuel de virtuel. Il y aura une petite case à cocher dans le CPU pour vous assurer que vous puissiez créer une machine virtuelle. Et vous allez, dans cette ESXi, créer une sous-machine virtuelle. Et cette machine virtuelle sera un Windows Server avec le rôle ADDS et un domaine AD configuré. On va regarder ensemble comment le faire. Donc, je vais switcher l'écran. Tout d'abord, pour vous présenter un petit peu la console, que vous ayez une visibilité, vous sachiez. On a ici ce qu'on appelle la console Vim Backup. Vim va s'installer sur un serveur Windows. Ce serveur Vim ne s'installe que sur Windows, donc vous devez avoir un Windows. Il peut utiliser différents types de bases de données, que ce soit du Postgre ou de l'SQL, mais une fois installé, il va contenir l'ensemble des rôles et des fonctionnalités nécessaires pour réaliser votre sauvegarde. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'éléments supplémentaires. C'est pour ça que lorsqu'on dit que la sauvegarde, euh, ah, certains ont des petits écrans. Alors, je vais mettre l'écran comme ça. Si ça peut arranger certains. Hop. Alors, je vous rassure, après les écrans, vous les verrez un peu mieux. Sir Arnold, j'espère que l'écran est mieux. Du coup, vous avez tout d'installé de base lorsque la session, enfin, lorsque vous avez configuré et installé votre Vim, tout est installé de base. Donc on n'a rien à faire. Nous, de notre côté, on va travailler sur deux éléments. La première, c'est l'inventaire. Donc on va devoir aller chercher la source. Donc on va devoir chercher sur notre SXI ou soit sur le SXI, soit sur le vCenter qui contient le SXI, la machine virtuelle à sauvegarder, et la destination qui va être ce qu'on appelle un backup repository. Ce backup repository est un emplacement de stockage des sauvegardes de Vim. L'emplacement de stockage côté Vim s'appelle le backup repository. Dans l'inventaire, donc dans la console, alors, pour le petit tour de la console, vous avez le menu, ici l'arborescence, qui va vous déterminer ce que vous allez voir, les grandes catégories qu'on va explorer en partie, et l'ensemble des menus. Les jobs de sauvegarde, les jobs de copie, les restaurations, et après les actions à réaliser. On va nous rentrer dans la catégorie de l'inventaire.
Dans l'inventaire, ici, vous voyez, on a un vCenter qui est déjà configuré. Ce vCenter VC80, il va contenir un certain nombre de machines virtuelles et nous allons pouvoir utiliser ces machines virtuelles-là comme source de sauvegarde. Donc je peux sauvegarder toutes les machines qui s'y trouvent. Donc dans mon chemin, j'ai la source. Maintenant, on va aller chercher la destination. Qu'est-ce que la destination? La destination, c'est le backup repository. Donc ça, c'est dans l'infrastructure de sauvegarde. J'ai ici, dans la liste des backup repository, un répertoire E2.vim. Je vois qu'il y a de l'espace de stockage. Il a plus de 150 Go de libre, donc l'espace de stockage peut être utilisé. On va maintenant créer le job. Je vais faire la création du job de bout en bout avec vous. Alors, le job existe déjà. J'ai déjà ici mon job AD qui a déjà tourné, que je vais pouvoir utiliser pour mes restaurations. Mais on va faire la création du job ensemble. Donc, la première chose, c'est dans le menu principal, Backup Job, on va sauvegarder une machine virtuelle. On va donner donc Job Backup AD, démo webinaire. Alors, pensez à mettre des descriptions. C'est quelque chose de bête, mais là aujourd'hui, par défaut, la description dit qui a créé le job, à quelle heure, à quelle date. Mettez des descriptions puisque vous allez avoir des camarades qui vont travailler avec vous, vous allez avoir des collègues, ou vous allez faire une action et vous allez revenir dessus 1 mois, 2 mois, 6 mois après. Pour être sûr de savoir ce que vous avez fait, mettez une description, ça ne mange pas de pain, et ça vous donnera un élément supplémentaire par la suite. Donc, job pour backup VMAD, domaine vim.local. Comme ça, je sais à quoi il sert. La première chose, c'est, je vous ai dit, la source. Je vais aller prendre ce dont j'ai besoin, ce que je veux sauvegarder. Ici, je vais aller, donc, vous avez le menu Add. On va pouvoir choisir, donc, dans l'infra, j'ai déjà mon vCenter qui apparaît. Si vous en avez plusieurs vont apparaître. Je vais ici avoir mon hyperviseur en standalone et je vais pouvoir aller chercher ma VM qui s'appelle VM AD01 du backup full. C'est la VM que je vais sauvegarder. Voilà, il me détecte bien la VM, il me dit que cette VM fait 27,5 Go. Tout va bien. Ensuite, je vais aller sélectionner, après la source, la destination. Où est-ce que je sauvegarde mes données? Je vais choisir le backup repository E2.vim, celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est celui que j'ai créé où il y a plus de 156 Go de libre. Je vais choisir ici ce qu'on appelle la rétention. Alors vous avez deux éléments. Une rétention par point de restauration, une rétention par jour de restauration. Qu'est-ce que c'est? Quand vous allez sauvegarder, cette sauvegarde ne vivra pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire que cette sauvegarde ne va pas rester indépendamment. Juste pour tout le monde, le live est bien enregistré. Vous recevrez l'enregistrement à la fin. Je vois, il y a plein de personnes qui me posent des questions. Oui, il y a bien un enregistrement et vous aurez l'ensemble de l'image, du son. Vous m'aurez moi en vidéo, vous pourrez tout regarder sans souci. Donc, le point de restauration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la durée, le délai après lequel les données seront supprimées. Quand vous faites une sauvegarde, cette sauvegarde va être enregistrée, cette sauvegarde va être conservée, mais combien de temps? Puisque vous n'allez pas sauvegarder à fond, vous n'allez pas sauvegarder ad vitam aeternam et vous dire que j'ai sauvegardé, je vais garder ça pendant 10 ans. L'espace de stockage a une limite. Pour ça, vous allez définir ce qu'on appelle une politique de rétention. C'est ce qu'on définit dans une politique de sauvegarde. Eh bien, je vais mettre ici 7 points de rétention. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais réaliser 7 sauvegardes. Lorsque je réaliserai la 8e sauvegarde, je serai en dehors de ma politique de rétention et donc la sauvegarde la plus ancienne sera supprimée. Grosso modo. Et si je choisis 7 jours de rétention, je vais pouvoir dire je sauvegarde les données 7 jours. Si je fais 3 sauvegardes en 7 jours, j'aurai que 3 sauvegardes. Si je fais 25 sauvegardes en 7 jours, en faisant 3, 4, 5, 10 par jour, eh bien j'en aurai 25. Et ce qui se passe, c'est que le 8e jour, il me sauvegardera toutes les sauvegardes qui ont plus de 7 jours, donc du 8e jour, les plus anciennes. Alors, on n'a pas le NTFS, le ORFS, c'est deux choses particulières. On va avoir le petit message d'erreur et je vais en parler juste après. Vous avez, donc ça c'est la politique de rétention. La deuxième chose, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la politique de GFS. GFS, Grandfather, Father Son, grand-père, père-fils. C'est de dire, lorsque je fais des sauvegardes, est-ce que je veux en garder plus longtemps? Ce qu'on va appeler l'archivage. Je veux garder des sauvegardes par semaine, des sauvegardes par mois, des sauvegardes par année. Donc je peux dire que j'ai 7 jours de rétention quotidienne, mais que je veux garder une sauvegarde annuelle. Il va me prendre une sauvegarde, il va me la garder pendant 1 an.
Lorsque j'aurai fait ma deuxième sauvegarde annuelle, et bien la première sauvegarde annuelle, il pourra me la supprimer. Ça vous permet de garder des données plus longtemps. Vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le menu avancé pour aller gérer toute la partie. Le type de sauvegarde, je vais pas vous expliquer cette partie-là, elle est un peu plus longue. Euh, Par défaut, on est sur la sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire une sauvegarde full, et sur chacune des sauvegardes incrémentales, on ne va sauvegarder que les fichiers modifiés depuis la veille. Ça va nous permettre d'optimiser le temps, puisque la semaine, on a un créneau de sauvegarde qui est assez faible. Vous allez généralement sauvegarder entre 20h et 8h du matin, qui est la période non ouvrée où les gens ne travaillent pas. Et des fois, c'est compliqué de faire une sauvegarde full sur ce délai-là. Vous allez pouvoir, notamment dans la partie storage ici, définir le niveau de compression et vous allez pouvoir définir ici deux, trois options. La première, Inline Data Deduplication, va vous servir quand vous avez ce qu'on appelle des appliances de sauvegarde, des baies data domain, Exagrid ou du store once. Vous allez pouvoir exclure les fichiers de swap. Le swap va être toutes les données qui sont en mémoire, puisque la machine virtuelle, on va la sauvegarder à chaud. Donc elle va consommer des ressources mémoire. Excusez-moi si j'éternue, ça me titille depuis tout à l'heure. Et vous avez la notion des blocs supprimés. Vous savez qu'une donnée n'est jamais supprimée. Une donnée, en informatique, elle est réécrite. Donc la donnée, elle est réécrite à 0, donc elle est effacée. Cette donnée ne sera pas sauvegardée par Vim. Vim sera en capacité de réduire cette donnée-là. Et Vim va pouvoir compresser les données. L'ensemble de ces éléments va faire que, vous allez le voir, la VM faisait 27,5 gigas. Eh bien, je ne vais pas sauvegarder 27,5 gigas dans le job. Je vais sauvegarder 2, 3, parfois 10 fois moins. Parce que tous ces mécanismes vont faire que je vais pouvoir réduire le flux de données transférées. Donc, je vais consommer moins de ressources sur la bande passante. Et la quantité de données stockées. Donc, je vais stocker moins de données sur mon backup repository. La petite question sur la rétention. Je vous redis sur la rétention, c'est le nombre de jours où les données sont conservées. Si je mets ici, si je mets une rétention à 3 points, c'est-à-dire que si je fais 4 sauvegardes, je dépasse la rétention. Donc 4 sauvegardes, je dépasse d'une, donc la dernière sauvegarde sera supprimée. Je refais une nouvelle sauvegarde, je supprime encore la sauvegarde, etc., etc. Je ne dois conserver sur le disque que le nombre de sauvegardes qui a été indiqué ici. Et quand on va parler de jours, le nombre de jours de rétention, c'est, si je parle de nombre de jours de rétention, aujourd'hui on est mardi, donc 3 jours de rétention, mardi, lundi, dimanche. Les sauvegardes qui sont plus anciennes, antérieures à dimanche, seront supprimées. Demain, on sera mercredi, donc mercredi, mardi et lundi, les sauvegardes antérieures à dimanche seront supprimées, donc celles de samedi seront supprimées. Le petit rappel. On a mis notre source, on a mis notre destination, on est bon. Maintenant, alors, il ne m'a pas posé la question, je vais juste faire pour la question du REFS ou du NTFS. Il faut savoir, il y a deux choses. Le NTFS, c'est le format de fichier historique utilisé par Microsoft. Microsoft est passé depuis Windows Server 2016 au REFS. L'équivalent sous Linux, c'est l'XFS, qui utilise ce qu'on appelle les technologies de fast clone. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous allez faire des copies de données, je prends une donnée, je la copie, je la colle, au lieu de la stocker 2 fois, les systèmes vont permettre de faire un pointeur qui va pointer vers la donnée et non pas de copier 2 fois les données. Ça améliore les rapidités de copie de données et ça améliore les temps d'accès. Et ça fait aussi, ça améliore aussi l'espace de stockage, puisque vous allez stocker moins de données, vous allez avoir des pointeurs. Vim est compatible avec du REFS, avec de l'XFS, avec du NTFS. Vous pouvez utiliser n'importe quel backup repository, dès lors que c'est soit un serveur Windows avec un accès en direct, soit c'est un serveur Linux avec un accès en direct. Donc tous les formats de fichiers Windows et Linux sont supportés, REFS, NTFS, XFS, ext4, etc. Vous pouvez utiliser un partage réseau, vous pouvez utiliser une appliance, donc un équipement dédié à ça, donc tous les formats sont compatibles. Malware, le backup, est-ce qu'on est dans VBR, on peut scan, virus, malware, le backup? Alors, sur la partie scan anti-malware, le scan anti-malware va se faire sur le fichier de sauvegarde. C'est les données qui sont transmises qui sont scannées. Si le swap file n'est pas sauvegardé, le swap file n'est pas scanné durant le scan antivirus. Donc, on a notre source, notre destination, on a notre politique de rétention, on a mis la compression. Maintenant, on va pouvoir travailler, on va aller un peu plus loin. Là, on a choisi quelle machine virtuelle on va sauvegarder.
Maintenant, on va aller choisir autre chose. Non pas quelle machine virtuelle on va aller sauvegarder, mais quelle. Pardon, l'écran a bougé. Hop, vous voyez toujours, on est tout bon. Non pas quelle politique de rétention, mais enfin, non pas quel système on va conserver, mais quelle application on va aller sauvegarder. Pour ça, on va activer ce qu'on appelle le guest processing, l'application over processing. Dans notre cas, donc je ne vais pas vous détailler tous les cas, je vais vous détailler le cas précis de l'Active Directory. Pour notre cas, on va l'activer. On va définir que sur notre système, on vérifie qu'il est bien activé. VSS require success, on est bon. On va ensuite activer ce qu'on appelle la partie Guest OS Credential. Pourquoi? Quand vous allez sauvegarder un système, un OS, vous allez devoir lire l'OS, lire le système, lire les données. Quand vous allez sauvegarder une application, il va falloir lire les données de l'application. Et là, en l'occurrence, on va lire les données qui sont les données de l'Active Directory. Donc, on va devoir fournir un compte qui va pouvoir lire les données. Et ce compte, je vous l'ai expliqué avant, il n'y a qu'un seul droit qui permet de le faire, c'est un compte du type domaine admin. Donc, si vous utilisez un compte qui n'a pas les droits de domaine admin, il ne pourra pas lire l'AD, ni ensuite, au moment de la restauration, restaurer l'AD. Pour ça, add un compte standard. Donc moi, le compte s'appelle administrator@vim.local avec son mot de passe. Toujours mettre une description. Puisque là, j'ai rajouté le compte. Mais si je fais manage account, ici, j'ai plein de comptes. Comment savoir quel compte sert à quoi? Vous voyez, j'en ai rajouté un peu partout. Il y en a plusieurs. Donc je sais que c'est celui-ci, c'est le compte qui fonctionne. Toujours, avant de faire quoi que ce soit, vérifiez. Assurez-vous que ça fonctionne. Et pour vous assurer que ça fonctionne, vous testez. Pour ça, vous avez le petit bouton Test Now qui va aller se connecter à la machine. Donc, ma machine, moi, elle est up. Si je vais, là, j'ai mon vCenter qui est ouvert ici. Si je vais sur mon vCenter, ma machine VMAD01, elle est allumée, elle est fonctionnelle, tout va bien. Vous voyez, ici, il a fait les différents tests nécessaires. Donc, les VMware Tools sont bien installés. Attention, ça c'est une règle VMware, mais ça rentre aussi dans la sauvegarde. Une machine virtuelle n'est pas correctement configurée tant que vous n'avez pas installé les VMware Tools. C'est extrêmement important. Vous avez ensuite donc, les VMware Tools. Après, donc, à installer, il vérifie que tout est bon. Si je n'avais pas les VMware Tools, j'aurais potentiellement un message d'erreur. On a ensuite, il vérifie son IP, il a le système d'exploitation, il va vérifier les accès en RPC via les VIX, qui sont un module via les VMware Tools. Donc il va vérifier les différents accès et s'assurer que tout est OK. Pour lui, c'est tout bon, je peux utiliser le guest processing et me connecter à la machine. Faire un test avec un compte bidon. Celui-ci, je sais qu'il ne marchera pas. Si je fais un test, il va tester. Il me dit toujours la VM, j'ai les VMware Tools, j'ai accès, mais GuestOS, ça ne marche pas. Je ne peux pas me connecter au partage. Le VIX ne fonctionne pas. Là, j'ai un gros fail et je vais toujours pouvoir sauvegarder l'OS. Donc le Windows Server sera bien enregistré, bien sauvegardé. Par contre, je ne pourrai pas sauvegarder l'application, mais la sauvegarde de l'application pour me permettre de faire de la restauration d'objets de l'application. On va remettre le bon compte. Voilà. Suivant. Dernier écran du job de configuration. Donc ça, c'est un job de configuration standard. Run the job automatically. Planification de quand est-ce que je fais tourner mon job. Eh bien, je peux le faire tourner de manière journalière, mensuelle, périodiquement. Je peux chaîner des jobs, c'est-à-dire mettre des jobs les uns à la suite des autres. Par défaut, on a une reprise en cas d'erreur toutes les 10 minutes. Vous avez aussi la possibilité, ici, de définir des plages horaires, c'est-à-dire de dire, si je fais un deny, eh bien la journée, ici, quand tout le monde travaille, hop, voilà, sur cette plage-là, donc en blanc, j'interdis la sauvegarde. La sauvegarde ne pourra se faire et ne pourra se lancer que lorsqu'il sera autorisé. Pour les applications, c'est SQL Server, Oracle, Exchange, SharePoint, AD, la partie SAP, la partie Postgre, voilà, en fonction des configurations. Et une fois que j'ai terminé, je peux faire Apply. J'ai mon job
qui est terminé. Je peux cliquer ici Run the job when I click finish. Bon, le job, je l'ai lancé, donc je vais juste le terminer. J'ai mon job qui est ici et qui fait partie de la liste des jobs de sauvegarde. Alors, le job va tourner à la planification que je lui ai donnée. Donc, on va aller revérifier la planification. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu vas tourner tous les jours. On va lui mettre tous les jours à 1h du matin. On va choisir que certains jours. Donc, tu tournes que la semaine et pas. Donc, tu tournes que le week-end. Donc, voilà, hop, il va tourner que le week-end. Si je valide, vous voyez, il va me dire, ce job-là, prochaine exécution le 1er juin à 1h. Le 1er juin, ça doit être un samedi. Et si je ne me trompe pas, alors, le 1er juin, c'est bien un samedi, c'est ce samedi en fin de semaine. Donc le 1er juin, il va tourner selon la planification qu'on lui a donnée. Alors, comme je vous ai dit, ce job, je l'ai déjà fait tourner. Donc j'ai déjà configuré ce job, je l'ai fait tourner pour le faire fonctionner. Avant ça, je vous ai mis quelques liens. Alors, j'ai mon blog, pour ceux qui me suivent déjà, qui connaissent déjà, donc oamery.com. Vous pouvez y retrouver l'ensemble des éléments. Alors, pour répondre, non, Proxmox aujourd'hui n'est pas pris en charge. Il n'y a que KVM qui est pris en charge. Je pense que Proxmox va arriver, puisque VMware est en train de changer sa politique. On peut arriver. Pour les plusieurs jobs, c'est exactement la même chose. Dans le guest processing, ici, credential, vous pouvez définir pour quelle machine j'utilise quel compte. Je peux avoir plusieurs machines. Tiens, je vais ici, je peux dire cette machine-là, elle va utiliser tel compte. Soit le compte par défaut, qui est le compte défini ici, soit je définis un autre compte. Je vais faire le cas, je vais mettre une deuxième machine dans le job. Hop, quand je vais dans le guest processing, credential, je vais dire que pour DC01, ça sera un identifiant qui sera celui-là, et pour celui-ci, ce sera l'identifiant par défaut. Voilà. Donc, je vous disais, pour ceux qui connaissent mon blog oamery.com, vous avez l'ensemble de ce que je viens de vous montrer expliqué. Le premier lien, c'est l'installation de Vim Backup en V12. Vous avez, si je partage, alors est-ce que vous voyez ma slide? Qui me disent que tu ne partages plus. Je vous écoute. Est-ce que vous voyez mon... Ah, aussi, tout le monde dit oui. Alors, je ne partage plus. Oui, j'ai changé d'écran, c'est normal. Je suis en train de vous partager ma slide. Ok, merci. Oui, il y a la slide, c'est normal. Je fais un switch entre les deux. Donc, je vous disais mon blog, oamery.com. Vous avez l'ensemble des tutos. Le premier, l'installation de Vim. Le deuxième, c'est l'ajout d'un vCenter ou d'un ESXi à votre infra pour avoir la source de sauvegarde. Le troisième, c'est créer le job de sauvegarde, ce qu'on vient de voir, l'ensemble des étapes pour créer votre job de sauvegarde. Et le dernier, c'est comment sauvegarder et restaurer du coup l'Active Directory. Vous avez l'ensemble qui s'y trouve. Maintenant qu'on a sauvegardé notre AD, on va aller regarder la restauration de l'AD. C'est la partie la plus importante. Sauvegarder, c'est une chose, c'est facile de sauvegarder. L'important, ce n'est pas que de sauvegarder, c'est de pouvoir restaurer. Pour ça, on a fait un job, donc mon job ici a tourné. Mon job qui a tourné, il est OK. Donc j'ai la sauvegarde de mon contrôleur de domaine Active Directory, qu'il soit physique ou virtuel. Dans mon cas, c'est une sauvegarde d'un contrôleur de domaine virtuel. Je vais pouvoir soit restaurer le système en intégralité, donc je fais une restauration de la VM telle quelle, je l'envoie sur mon hyperviseur. Après, il y a d'autres aspects qui sont plutôt applicatifs à gérer, mais on peut faire une restauration directe. Si vous avez un système Windows simple, vous pouvez le restaurer tel quel. Pour AD, je déconseille de faire une restauration telle quelle, il y a d'autres éléments à prendre en compte. On peut faire la restauration d'un objet AD unitairement, de manière granulaire. Ça veut dire on peut restaurer soit un utilisateur, soit un groupe, soit un ordinateur. C'est la partie que je vais vous montrer. On peut restaurer uniquement l'attribut d'un objet. Un utilisateur n'arrive plus à se connecter parce qu'il n'est plus
membre d'un groupe, je ne sais plus quel est le groupe, je peux aller vérifier et juste le remettre membre de ce groupe. Et ensuite, le dernier point, c'est avant de faire des changements, on peut aussi faire une comparaison de ce qu'il y a dans ma sauvegarde et ce qui est en production. Dites-vous, un élément a changé en production, vous avez un incident, vous ne savez pas ce qui a changé. Avant de toucher à quoi que ce soit, vous voulez savoir qu'est-ce qui a changé. Vous prenez la sauvegarde d'hier, vous prenez la donnée en production, vous faites une comparaison, il va vous dire tel attribut niveau objet AD a changé. Vous savez potentiellement ce qui a pu être modifié. Donc, la sauvegarde faite, on va maintenant aller regarder la sauvegarde. Vous avez, je vous l'ai remis, le tuto complet de sauvegarder et de restaurer les objets AD. Si vous voulez le refaire chez vous, encore une fois, l'explication que je vous ai donnée au début, c'est pour pouvoir monter votre propre lab, pour pouvoir tester et mettre en place ces fonctionnalités-là. Vim, vous pouvez aller vous inscrire sur le site vim.com. Vous prenez une version d'essai, vous avez 60 jours, vous pouvez l'utiliser, l'installer sans souci. Là, qui vont être contents, je vais re-switcher à la partie technique. Donc, là, vous devez voir ma partie Vim. J'ai ici mon job qui a tourné. Donc, c'est-à-dire, alors, c'est pas celui-ci, c'est webinaire AD Vim local. Ce job a tourné. Donc, je vois que ce job a tourné. Il m'a sauvegardé telle machine. Alors, je vais voir plusieurs, effectivement, Ahmed. En fait, ça fait d'abord un full. On commence toujours dans le mode incrémental par une sauvegarde full, donc la sauvegarde complète. Et après, on fait des incrémentaux. On ne peut pas faire une incrémentale si on n'a pas l'ensemble des données en premier lieu. Je vais aller, je navigue dans l'historique. Là, je vais aller sur la sauvegarde full. La sauvegarde full, c'est la première sauvegarde. Vous voyez, la sauvegarde a duré 11 minutes. Cette sauvegarde, elle a pris 27,4 gigas de données, qui sont les données sources. Hein. On avait vu dans le job, lorsqu'on a rajouté la VM, que la VM fait 27,4 gigas. On a lu donc les 27 gigas. Alors Moussa, je ne peux pas agrandir parce qu'il y en a beaucoup qui sont pleins de la taille. Je te laisse zoom ou si j'agrandis trop, il y en a qui ne voient plus. Non, là, je ne pourrais pas agrandir plus que ça. Est-ce que je peux zoomer? Alors, non, si je vous fais ça, ça sera pareil. Vous ne l'aurez pas en entier. Je vais vous expliquer les éléments. Là, vous voyez, on a 27 gigas qui ont été gérés, qui ont été lus, 27 gigas de la VM source, et ensuite on a eu 12 gigas 4 qui ont été transférés. Qu'est-ce que c'est que ces 12 gigas 4? Bien, 12 gigas 4, vous voyez, vous avez 2,2 fois. Si vous faites 12,4 fois 2,2, vous arrivez à 27. Pourquoi? Puisqu'on a un taux de réduction, ce qu'on appelle le data reduction, donc un taux de réduction qui prend en considération et la compression des données, et la déduplication, qui permet de voir les blocs similaires, de 2,2 fois et qui a réduit la taille de la VM. Donc je pars d'une source qui fait 27,4 gigas, je vais transférer 12,4 gigas, donc la moitié, voire même un peu plus que la moitié, et je vais stocker la moitié. Donc j'ai besoin de moins de place et de moins de bande passante que la source. Vous voyez, déjà de base, là on est sur une infra de démo. On est sur une infra de test, j'ai mis quasiment aucune fonctionnalité. On n'a pas des équipements derrière qui permettent de réduire encore plus, mais on peut monter jusqu'à des taux de 10 fois. C'est-à-dire qu'une VM qui fait 27,4 gigas, elle peut n'être qu'une donnée transférée de 2 gigas. Et vous avez l'ensemble des éléments réalisés de la sauvegarde. Alors Vim est très verbeux. Et dans son langage, dans son verbiage, je dirais, Vim vous explique beaucoup de choses. Les éléments que Vim vous explique, les éléments que Vim vous donne, sont assez parlants. Enfin, il va vous dire, eh bien, je lance le job à telle heure, je récupère les accès aux équipements de l'infra, la VM va être lancée, elle fait 50 gigas, 50 gigas provisionnés, 27 utilisés, je reset le CBT, je prends les infos depuis vSphere, etc., etc. Je sauvegarde les fichiers de la VM. Voilà, il vous donne tous les éléments. Et vous avez un élément qui est important quand vous avez des incidents, quand vous avez notamment des ralentissements. Vous avez ce qu'on appelle ici le bottleneck. Ce bottleneck ici, il va vous donner par chaque VM quel est l'élément entre la source, le proxy, quel est l'élément qui fait les copies, le réseau et la destination, quel est l'élément qui est chargé. Ici, c'est le proxy qui est chargé. C'est-à-dire que durant la sauvegarde, le proxy, qui est le système qui va prendre les données d'un côté et les copier de l'autre, est très chargé. Et là, il est même à 100%. Donc si la sauvegarde a mis du temps, bon, 11 minutes ça va, mais
dans une infra avec beaucoup de machines virtuelles à sauvegarder, ça peut être plus long, ça peut être plus pénalisant. 100% d'utilisation sur le proxy, il faut aller regarder au niveau de votre système qui est proxy, les ressources utilisées. Donc ça, c'est la sauvegarde. La sauvegarde est faite. Et cette sauvegarde, vous voyez, avec les flèches, en fait, je navigue. Je vois qu'il a fait ensuite une incrémentale. L'incrémentale, il a vu qu'il y avait 1 giga de données modifiées. Il a sauvegardé que 161 mégas. Il a fait, vous voyez, un data reduction de 11,3%. Donc il a réduit de 11,3 fois les données à stocker. La fois d'après, celle-ci, elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'il a détecté que la VM était déconnectée. Et bien entendu, il a fait ce qu'on appelle le retry. On a vu dans le job que le retry, c'est la sauvegarde a planté, j'attends 10 minutes, je fais un premier retry. Le retry a planté, j'attends 10 minutes, je fais un deuxième retry. Et à partir du moment où un retry a réussi, je passe, la sauvegarde est OK pour moi. Hudhaifa, pour répondre à ta question, non, on fait de la sauvegarde de machine virtuelle, on n'installe rien dans l'OS, on va sauvegarder la VM d'un point de vue hyperviseur. Donc on va aller sur le SXI, prendre la VM et la sauvegarder. On n'installe pas d'agent. L'agent Vim, parce qu'il y a un agent Vim qui existe, cet agent Vim est utile pour sauvegarder des serveurs physiques. Un serveur physique, bien entendu, on n'a pas accès au chapeau, à l'ensemble des fichiers, on n'a pas accès au VMDK, aux fichiers VMX, etc. On ne peut pas sauvegarder ces données-là. Donc on installe un agent, et c'est l'agent qui va nous envoyer les données. Dans le cas de machine virtuelle, il n'y a aucun agent qui est installé. Ma sauvegarde est OK. Maintenant, je vais passer à la restauration. C'est la partie la plus importante. Je vous disais, on a plusieurs modes de restauration. Dans ces modes-là, donc on a fait notre job de sauvegarde, nous on va aller dans le menu Restore. Dans la partie restauration, qu'est-ce qu'on a? Restauration, VMware vSphere. Je vais pouvoir restaurer depuis une sauvegarde. Alors j'ai plusieurs choix. Restaurer la VM entière, restaurer un disque de la VM. Qu'est-ce que c'est? Le disque de la VM, c'est le fichier VMDK. Restaurer des fichiers de l'OS. Vous avez par exemple un serveur qui fait partage de fichiers. Vous voulez aller restaurer un répertoire qui a été supprimé ou modifié ou erroné par un utilisateur. Vous pouvez restaurer uniquement cet élément-là. Vous pouvez restaurer la partie application. La partie application, c'est ce que je vous disais, AD, Exchange, SharePoint ou les autres applis. Alors, je n'ai pas installé les modules sur mon lab. Et ensuite, on peut restaurer les bases de données. Donc les bases de données, ça va être du SQL, du Oracle ou du Postgre. Dans notre cas, on va faire de la restauration d'application. Et l'application ici qui va être restaurée, ça va être de l'AD. Comment on sauvegarde une machine virtuelle sur un hyperviseur non compatible? Quand on fait du Vim Backup, on doit avoir une compatibilité. Que ce soit de la compatibilité, on ne peut sauvegarder que ce qui est compatible. Quand on a des machines virtuelles qui ne sont pas compatibles, on peut utiliser, là je vais plus loin et des fois, il ne faut pas que ça te perturbe sur la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. On ne peut pas, on peut sauvegarder une machine virtuelle non compatible en installant l'agent. C'est-à-dire que si on ne peut pas passer par l'hyperviseur Proxmox tout à l'heure qui n'est pas compatible, si on ne peut pas sauvegarder Proxmox, on va devoir aller dans la machine virtuelle, prendre en considération que cette machine virtuelle est un serveur physique, lui mettre un agent. Et à partir de là, on pourra sauvegarder cette VM. Mais si on veut sauvegarder 10 VM, il faut mettre 10 agents. Si on veut sauvegarder qu'une VM, il faut mettre un agent. C'est une manière différente de gérer. Je ne veux pas vous embrouiller avec ça. Pareil, MariaDB, non, il n'est pas pris en charge. On n'a que Postgre. Alors sur la 12.1, à vérifier, il y a des nouvelles compatibilités en termes de base. Potentiellement, MariaDB peut être prise en charge. Et sur la partie DAG, quand on fait de l'exchange avec du clustering, que ce soit des DAG Exchange ou que ce soit du SQL Always On, donc pareil, des clusters SQL, pour prendre en compte cette notion de cluster Microsoft, on va utiliser des agents. Et là, c'est des configurations beaucoup plus avancées, qui vont beaucoup plus loin que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je reviens sur le thème. On restaure AD. On a notre job ici qui contient un objet et qui a un certain nombre de points de restauration. Je vois qu'il y a 3 points de restauration. Donc, moi, je vais prendre cette sauvegarde et je vais prendre la sauvegarde full. La sauvegarde full qui est la sauvegarde complète. Je vais lui mettre un commentaire. Donc, c'est démonstration, restauration. Suivant. Alors, Vim, ce qu'il va faire à ce moment-là, il ne va pas me faire de restauration. Il va me charger un Vim Explorer. Le Vim Explorer, c'est une console qui va vous permettre d'explorer, d'analyser, de voir, d'avoir les éléments d'information concernant la base.
de données Active Directory, les données Active Directory, les éléments qui sont dans la sauvegarde. Donc cette sauvegarde, elle est à une certaine date, donc je vais avoir les données à cette date bien donnée. Je vais pouvoir ici, vous voyez, le domaine s'appelle vim.local, je vais pouvoir aller l'explorer. Je vais avoir premièrement User and Computer, donc pour ceux qui connaissent la fameuse console Active Directory ici, User and Computer, vous connaissez cette fameuse console AD. Cette console AD, eh bien, on a exactement la même chose. Et vous voyez, on a nos OU. Dans les OU, on peut y avoir des objets. Là, on voit, tiens, il y a un compte Jean Dupont, un compte Eumidameri. On voit une OU Eumidameri avec, tiens, là, il y a des groupes. Voilà. On a certains éléments. Donc, tous les éléments, les éléments s'affichent au moment de la sauvegarde. Et la deuxième partie, c'est les GPO. Alors, dans ce domaine-là, c'est un domaine de test, de démo, donc il n'y a pas de GPO. On a tous les GPO affichables. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer des objets et je vais vous montrer comment. Alors, je vais juste m'en mettre sur le domaine AD. Donc là, il va falloir que j'aille directement sur le domaine pour supprimer les objets dans l'Active Directory. Je vais ici, Jean Dupont. Jean Dupont, je vais le supprimer, tiens. Jean Dupont, je vais supprimer le compte et Eumidameri, par exemple, ici, je vais changer son adresse. Je vais l'appeler en vim.lab. Je vais changer le téléphone. Voilà. Et je vais mettre formateur. Je crois que j'avais un groupe aussi. Voilà, tiens. Webinaire. Qui j'ai comme membre. J'ai pas de membre. Tiens, je vais rajouter Eumidameri en tant que membre. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Bon. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer la fonctionnalité d'analyse et de comparaison avec la production. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais aller ici, le compte Jean Dupont. Si je fais compare user attribute. Alors, mon souci, c'est le domaine est pas display. Alors, comment Alors, si vous me permettez, je vais faire une petite bidouille pour qu'il détecte ce domaine. Dose. Il ne connaît pas le domaine vim.local. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rapidement c'est driver etc. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vais sur le VBR. Je vais faire la même chose sur le VBR. C'est des choses que vous pourriez être amené à faire dans vos tests. Puisque si votre machine ne fait pas partie du domaine en question, vous allez avoir besoin de lui rajouter alors, bien entendu, on ne fait pas ça en production. Là, on est vraiment sur un environnement de test. L'objectif, c'est simplement de pouvoir tester les fonctionnalités. Hop. Donc, compare. Voilà. Là, il me dit original objet Jean Dupont habite Tombstone, ça veut dire qu'il a été supprimé. Donc là, en fait, il a détecté que l'utilisateur était bien présent dans la sauvegarde, mais n'est pas présent sur le système en production. Je vais vérifier le compte Eumidameri. Si je fais un compare, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire ce compte a changé. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le nom d'affichage, il était dans la sauvegarde à telle valeur, il est passé avec formateur ajouté. On voit que le mail a changé également. Le member of, il était membre de rien. Il n'y avait aucun élément. On voit que maintenant il est membre de quelque chose. Et on voit que le numéro de téléphone a également changé. Donc on voit les changements. Quand vous avez un incident, vous pouvez simplement aller vérifier qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce que je peux faire. À ce moment-là, vous avez deux choix. C'est de vous dire soit je restaure le compte,
dans son intégralité, soit je restaure l'attribut. Ici, je vais faire la restauration uniquement de l'attribut. Alors, il va me faire la même chose pour la restauration. Je vais le restaurer en entier. Donc, restore objet. Ici, je vais devoir lui dire. Donc, je vais utiliser le compte vim. Là, vous êtes obligé de travailler avec ce qu'on appelle un compte domaine admin. Vous ne pouvez pas restaurer dans l'AD si votre compte n'a pas l'ensemble des privilèges et tous les privilèges nécessaires pour pouvoir restaurer. Donc, dans le process de restauration, on peut restaurer soit dans le U original, soit dans une autre U. Bon, je vais le restaurer dans OU01, qui va être déplacé. Je peux restaurer le mot de passe, en générer un nouveau. Je peux cocher la case, l'utilisateur doit changer le mot de passe. Je peux garder l'état du compte, donc s'il était activé, désactivé, s'il était expiré. Je vais le restaurer en désactivé. Je vais restaurer uniquement, donc lorsqu'il y a plusieurs valeurs, je vais les remplacer. Je vais restaurer uniquement les objets changés. Je vais restaurer uniquement certains attributs. Et on peut restaurer uniquement, je vais faire en entier, parce que comme je vais rajouter la date le compte désactivé. Donc il me dit, voilà, le compte a bien été restauré. Si je retourne dans mon AD, je vais voir qu'ici, donc j'ai toujours mes groupes. Dans U-Formation, le compte a disparu. Et si je vais dans le U01, je vois que le compte est ici. Je vois que le statut du compte, donc le compte est bien, on le voit ici, la petite flèche disable. C'est pour ça qu'on peut faire un enable account. Le compte est bien désactivé. Et qu'est-ce que j'avais et ce qu'il m'a remis, il m'a remis les paramètres tels qu'ils étaient. Donc, dans les grandes lignes, vous avez la restauration des objets. On peut restaurer aussi l'objet, le compte Jean Dupont qui avait été supprimé. On peut le restaurer au même endroit. L'avantage ici, c'est que vous avez, alors certains vont me dire on a la corbeille Active Directory. L'avantage, c'est que par rapport à la corbeille Active Directory, vous allez pouvoir restaurer les éléments à certaines dates, faire des comparaisons, restaurer que des attributs, ou alors juste voir les modifications et refaire les modifications à la main. Dans la corbeille AD, vous avez un objet, vous le restaurez, ça le restaure tel quel, sans voir ce qu'il avait dedans. Vous avez une souplesse qui est plus élevée. Vous pouvez aussi faire de l'historisation, vous pouvez faire de l'archivage, conserver vos données bien plus longtemps, ou sur des supports externes. Voilà, dans les grandes lignes, la sauvegarde et la restauration. On a vu la restauration système physique, enfin système virtuel. Physique, c'est exactement la même chose concernant l'AD, j'entends par là. Pour ceux qui m'ont posé des questions, si vous faites de la sauvegarde de VM, vous n'avez pas besoin d'agent. Si vous faites de la sauvegarde de physique, de savoir physique, vous avez besoin d'agent. Si vous faites de la sauvegarde applicative particulière, vous avez besoin, si vous faites de la sauvegarde particulière d'application, vous avez besoin des agents qui vont avec. Et si vous faites de la sauvegarde, vous voulez sauvegarder des VM qui sont sur des systèmes non compatibles, vous allez considérer ces VM comme des serveurs physiques et utiliser des agents. Alors, j'ai deux questions. Comment importer un VBK sur ESXi? Le fichier VBK ne s'importe pas sur un ESXi. Un VBK pour Vim Backup, c'est un fichier Vim. Donc un VBK s'importe sous Vim. Il ne s'importe pas sur un ESXi. Sur un ESXi, enfin, le ESXi, c'est un hyperviseur qui gère des VM et non pas des fichiers Vim. Donc, pour importer le VBK dans Vim, vous allez dans votre backup repository. Ici, il se trouve dans e2.vim. Je vais dans e2.vim, je colle le VBK, je fais un rescan ici, sur celui-ci, je fais un rescan et il va me détecter le backup comme importé. Pour la question des objets AD, alors on ne peut pas comparer les objets de deux backups différents. Là, il faudra ouvrir le premier backup. Donc, ouvrir le premier backup. Une fois que le backup est ouvert, voir les données, ouvrir le deuxième backup, voir les données, et puis après faire une comparaison manuelle. On n'a pas encore la comparaison possible entre deux éléments. Alors, je vois les questions qui tombent. Donc, Moussa, le proxy,
Alors, je vais reprendre le schéma que je vous ai donné au début. Voilà. Pour comprendre le proxy, vous avez à gauche, alors vous voyez pas ma souris du coup sur le, mais vous avez le SXI. Le SXI, c'est la source, c'est la partie où se trouvent nos machines virtuelles et ce qu'on va sauvegarder. Vous avez tout à droite ce qu'on appelle le backup repository, qui est l'emplacement de sauvegarde, qui est l'espace de stockage où on y stocke des données. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le chef d'orchestre. Vous avez le grand bonhomme, c'est celui qui va travailler, qui va faire les opérations, qui va faire les actions. Donc c'est celui qui prend à gauche les données et qui les copie à droite. Et du coup, oui, dans mon lab, mon proxy, ici, c'est mon serveur Vim. C'est ce que je vous disais au départ. Alors, je ne sais pas si tu étais là au début. Quand vous installez Vim de base, tous les rôles et toutes les fonctionnalités sont déjà installés. C'est-à-dire que vous allez avoir le backup proxy, le backup repository, tout au même endroit. C'est pour ça que Vim est plutôt facile et simple d'accès. Vous avez directement tout qui est installé nativement. Euh, Comment faire pour faire une montée de version de Vim? La montée de version de Vim, c'est très simple. Vous avez une ancienne version, vous lancez l'ISO de la nouvelle version, vous faites l'installation. Alors, il y a pas mal de prérequis à voir avant. Pour ça, vous avez aussi un article sur mon blog, vous allez sur oamery.com. Vous avez dans la rubrique Vim un article qui vous détaille, enfin, qui vous explique en détail la sauvegarde, la montée de version entre Vim 11 et Vim 12. Il y a quelques prérequis à prendre en considération. Tout va dépendre de l'infra que vous avez et des éléments que vous avez derrière. Comment faire des sauvegardes AX avec Vim Backup? Vous avez deux modes sur la version pour Donatien. Sur la version 12.1, vous avez la capacité de faire des sauvegardes natives d'AX en installant des agents. Donc ça, vous allez installer l'agent Vim pour AX, vous avez l'agent Vim pour AX, Vim pour Linux, Vim pour Windows. Vous installez l'agent Vim pour AX et vous allez pouvoir réaliser des sauvegardes de votre système AX. Et vous allez pouvoir faire de l'application over processing. Si votre AX a une base de données Oracle, alors généralement sous AX on a de la base de données ou d'autres systèmes, vous allez pouvoir les sauvegarder. Alors, dans le lab, le proxy, ils sont en même temps. Est-ce qu'on peut gérer la charge du proxy? Oui. Dans le proxy, ici, mon VMware Backup Proxy, je vais pouvoir lui indiquer une valeur qui est le nombre de tâches concurrentes. Le nombre de tâches concurrentes, c'est le nombre de sauvegardes qu'il va réaliser en parallèle. Une sauvegarde, c'est une copie de fichier. C'est-à-dire qu'une VM, si elle a 5 disques VMDK, il y a 5 fichiers, il fait 5 sauvegardes en même temps. Comme ça, je vais juste retrouver, hop, je vais donner le lien à Moussa je vous remets dans le chat le lien du blog, oamery.com. Vous allez dans la rubrique Vim, il y a un menu au-dessus Vim, et dans Vim, vous avez l'ensemble des liens et l'ensemble des éléments. Elle m'a dit, non, on ne peut pas utiliser Vim avec Proxmox. Si tu as une VM Proxmox, il faut installer un agent dans ta VM pour la sauvegarder. Des erreurs liées au format VSS. Alors, VSS, c'est lié alors là, on va aller plus loin. Je ne vais pas pouvoir à la fin détailler cet élément-là aujourd'hui. La partie VSS, c'est lié au moteur VSS de Microsoft. Tout va être lié par rapport au système Windows que tu as. C'est quelque chose qui est un peu plus complexe à gérer que ça. C'est quelque chose qui est long et que je ne vais pas pouvoir aborder ce soir. Est-ce qu'on peut sauvegarder des postes de travail? Oui, les postes de travail aujourd'hui, que ce soit des Windows, des Linux et des Mac, peuvent être sauvegardés. Et pour les sauvegarder, on a des agents Workstation pour ça. Et peut-on restaurer une machine complète en une seule fois? Oui, je vous montre pour la question à restaurer un système complet. Si je prends toujours dans mon menu de restauration, je prends VMware vSphere, je vais prendre Restore from Backup, Entire VM, donc il me prend toute la VM, Entire VM Restore. Ici, je vais pouvoir choisir depuis les backups qu'est-ce que je veux restaurer. Donc, je vais vouloir restaurer ma VM AD01. Cette VM, je vais lui dire tu la restaures au même endroit, tout pareil. Il va charger les informations. Voilà. Pourquoi je veux la restaurer? Et la restauration se fait. Alors, je fais encore 2-3 questions et je finis ensuite. On est sur la fin de la session. Alors, peut-on restaurer une machine complète? Donc, Oudaifa, je t'ai montré, peut-on sauvegarder des données d'une base Oracle d'un serveur physique? Orlandine, oui.
Pour sauvegarder une base Oracle, il faut installer l'agent, alors si c'est un Windows, l'agent Windows, si la Linux, l'agent Linux, et après utiliser le module qui va avec l'agent pour la base de données Oracle. On peut tout à fait le faire. Pouvons-nous vous contacter pour des questions? Suivez-moi sous LinkedIn, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions, j'ai beaucoup de questions et réponses, enfin j'ai beaucoup de questions et beaucoup de réponses à donner. Si je peux aider, je le ferai, enfin volontiers. Ahmed, est-ce qu'il faut l'écrire chaque jour? Attention de merci. Alors Ahmed, je ne pouvais pas pouvoir expliquer, la rétention, revenir dessus, et notamment avec les bandes, parce que j'en ai pas du tout parlé avec le créneau qu'on a là. Ça fera peut-être partie d'une prochaine session. Est-ce que Vim fait du BMR? À ma connaissance, non. Maintenant, il peut y avoir certaines compatibilités. Pareil, c'est un sujet aussi qui est exploré. Comment on fait l'intégration de Vim VMware avec une librairie LTO, la connexion voilà. Alors pareil, Donatien, sur la partie librairie de bande, vous pouvez aller sur mon blog, j'ai fait un tuto complet sur la partie mise en place d'un robot LTO en virtuel et qui vous donne les quelques notions, les quelques éléments. Ça pourra potentiellement faire partie aussi d'une session en plus.